20h13 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Laurent Jacobelli, député de Moselle et porte-parole du Rassemblement National, est dans ce studio. Bonsoir Laurent Jacobelli. Bonsoir. On a beaucoup de dossiers à aborder avec vous, alors que j'accueille évidemment Gabriel Cluzel, habitué de cet horaire du dimanche soir, et Philippe Guibert, qui est également là ce soir avec une mine superbe. Je notais Philippe Guibert, qui a eu la chance de prendre quelques vacances. Ça se voit, chers auditeurs d'Europe 1. Pardon ? C'est l'heure du planteur, là, chez le. Ah oui, c'est ça consommer avec modération, bien sûr. Chers auditeurs d'Europe 1. Laurent Jacobelli, je voudrais peut-être qu'on parle de la réforme des retraites. Était-ce bien nécessaire de remettre le dossier sur le devant de la scène ? Je vais poser la question parce que François Bayrou a dit non à l'âge de départ à 62 ans. Je vais vous poser la question directement. Est-ce que votre groupe à l'Assemblée nationale va donc se mettre avec la gauche pour faire barrage au gouvernement ? Laurent Jacobelli. En tout cas, c'est une éventualité que nous étudierons parce que le Premier ministre, je crois... Ah, vous allez étudier ? Non mais c'est incroyable. On va repartir. Bah écoutez, le Premier ministre a essayé de blouser tout le monde pour essayer d'avoir un accord avec le Parti socialiste. Il a créé ce comité pour étudier les retraites, ce conclave comme il l'appelle, et puis maintenant que le PS lui a donné quitus, qu'il s'est dissocié un peu de la France insoumise, eh bien le Premier ministre dit finalement on va pas en parler du sujet des retraites et ce sera pas 62 ans, se servant d'ailleurs un petit peu de l'univers effrayant et apeurant avec la guerre en Ukraine, en disant voilà, puisqu'il y a la guerre en Ukraine, il va falloir acheter des armes et donc on ne va pas pouvoir faire la retraite à 62 ans. Mais de toute manière, c'était impossible, non ? La retraite à 62 ans, vous la demandiez, je sais, mais c'était impossible à mettre en œuvre vu la situation économique de la France. Alors on continue à la demander. D'abord, j'ai une nouvelle pour vous. En 2024, les recettes fiscales par rapport à 2023 ont augmenté de 10 milliards. C'est-à-dire que chaque année, les Français mettent un peu plus à la poche. Et à chaque fois, on leur dit, vous aurez un peu moins de droits. Tout ça est quand même un petit peu contradictoire. Et puis moi, je vous rappelle que seulement 40%, 39 pour être précis, des plus de 60 ans sont en situation d'emploi. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous décalez l'âge de la retraite, vous mettez des gens au chômage 2 ans de plus. Alors peut-être que vous allez faire une économie dans les caisses de la retraite, mais vous allez plomber les caisses chômage. En fait, c'est idéologique derrière. Pour lutter contre les problèmes de financement des retraites, il faut plus d'emplois, plus de productivité, plus de natalité. Ça demande du courage, ça demande des mesures sérieuses que l'on peut suivre. Regardez Laurent Jacobelli, et la solution, j'ai l'impression qui s'agite dans ce studio. La paresse intellectuelle amène les gouvernements successifs à revenir tous les 3 ans le bec enfariné en disant ma pauvre dame, il n'y a plus d'emploi, ma pauvre dame, il n'y a plus d'enfants, il va falloir travailler encore un peu plus. C'est évidemment pas la solution. Il faut des mesures de fond pour que nos métiers soient plus créateurs de valeur ajoutée, c'est-à-dire pas d'ubérisation de l'emploi, et pour qu'une vraie politique d'aide à la natalité soit à nouveau mise en place. Bon, alors je suis obligé de donner la parole à Philippe Guibert qui trépigne à côté de vous, Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National. Qu'y a-t-il ? Est-ce bien un député du RN que nous écoutons, puisque j'ai l'impression d'écouter les Forces ouvrières, la CGT... Monsieur Jacobelli est porte-parole du Rassemblement National. Peut-être un peu LFI et d'autres à gauche, qui nient toute nécessité de travailler plus longtemps. Vous êtes toujours sur cette position. Je vous le confirme. Mais est-ce que c'est bien raisonnable ? Parce que vous savez bien que notre régime par répartition, compte tenu de l'évolution de la démographie, il faut bien bouger. Monsieur Guibert, est-ce que vous avez une baguette magique avec vous ? Non, j'ai un téléphone, mais alors je ne crois pas que ça fasse office. Quand on explique que les plus de 60 ans n'ont pas de travail, vous êtes en train de dire qu'au lieu de ne pas avoir de travail pendant 2 ans, ils devront ne pas avoir de travail pendant 4 ans. Il va falloir le financer. Ça pose un problème. Donc poser cette question n'est pas quelque chose de sacrilège, bien évidemment. On peut se poser la question. Seulement, la réponse ne peut pas être d'allonger la durée de travail et la durée de cotisation, puisque, je le répète, les conditions du travail, aujourd'hui, du marché du travail, n'existent pas. Donc, tant qu'il y aura 5 millions de chômeurs, tant qu'il y aura 60% des plus de 60 ans qui ne sont pas en situation d'emploi, vous pourrez dire que la retraite est à 195 ans, ça ne changera malheureusement rien. Vous savez bien que le taux d'emploi des seniors, il augmente avec la durée de départ à la retraite. C'est vrai dans tous les pays, c'est vrai en France aussi. Il va augmenter ce taux d'emploi si on repousse Gabriel Cluzel. Je crois qu'il y a 2 aspects. Le premier, c'est l'aspect purement politique. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a le sentiment que ça te fait un petit peu, quel que soit l'avis que l'on puisse porter sur l'âge de départ à la retraite, ça te fait un peu rouler dans la farine par Monsieur le Premier ministre. Parce que je sais pas qui est clave, mais je sais que le con, c'est le Français qui a cru à ce conclave. Parce que il était évident que c'était, vous savez, comme quand il parle de 6 semaines avec l'Algérie, c'était une façon de dire, écoutez, pendant que vous débattez, on peut rester sur un malentendu, nul ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, et ça a permis aux socialistes de voter le budget. Vous êtes d'accord, bien sûr. Donc maintenant, il dit, il y a la guerre en Ukraine, donc
Et ça va pas être possible de faire ce qu'on avait dit. Ah bon, on va rester à 64 ans, alors que tout le monde sait très bien que c'est pas conjoncturel, c'est structurel son avis sur le sujet. Maintenant, moi, je pense qu'on peut partager plusieurs points de vue, possiblement. C'est-à-dire que c'est un fait que la retraite par répartition, et personne n'ose le dire, sans la natalité, c'est une pyramide de Ponzi. C'est Madoff, hein. Et mais inversement, moi je crois que les Français sont capables d'entendre, ils sont majeurs, vaccinés, que peut-être qu'il faudra intégrer à un moment un peu de retraite par capitalisation, le faire progressivement. Je crois que le vrai sujet, c'est que les Français se disent il y a beaucoup de gabegies partout. Beaucoup. Et pourquoi c'est toujours à nous qu'on demande plus? Je pense que le seul vrai, c'est ça la vraie question. D'abord, une remarque. Si le taux d'employabilité des jeunes, par exemple, qui commencent à travailler en France assez tard, était le même qu'en Allemagne, eh bien aujourd'hui, il n'y aurait aucun problème, pas un centime ne manquerait dans les caisses de retraite. Donc vous voyez, le problème est pas qu'on part trop tôt ou trop tard à la retraite. Le problème est qu'il n'y a pas, l'assiette de cotisation n'est pas assez étendue. Il n'y a pas assez de gens qui travaillent pour faire simple. Donc il faut étudier ce problème. Il faut effectivement avoir une politique de la natalité et puis chasser la mauvaise dépense. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le minimum vieillesse qui est donné aux gens qui n'ont pas une retraite suffisante. Eh bien, 40% de ce minimum vieillesse est donné à des étrangers. Voilà. Donc vous arrivez en France, vous n'avez pas travaillé en France, vous n'avez pas cotisé en France, et vous touchez la retraite 1040 euros. Oui, 1040 euros par mois. Ça coûte plus d'1 milliard par an. À peu près autant que l'aide médicale d'État. Donc vous voyez, avant de dire aux Français, vous allez vous serrer la ceinture, créons des conditions propices à l'emploi, moins de normes, moins d'impôts, notamment des impôts de productivité, ça permettrait d'engager, et créons aussi une espèce de justice qui fait que les Français soient les premiers à toucher la retraite. C'est juste une remarque pour arriver retraité étranger en France, c'est pas le cas majoritaire, donc ça représente extrêmement peu de personnes. 1 milliard par an. Oui, 1 milliard par an par rapport aux 30 milliards de déficit qui sont demandés. Comment faites-vous augmenter le taux d'emploi des jeunes et des seniors? Vous disiez est-ce que j'ai une baguette magique, mais quelle est la vôtre pour obtenir ce résultat que tous les gouvernements recherchent depuis 30 ans? Et comment vous, miraculeusement, allez-vous y parvenir? Et est-ce que vous pouvez accepter l'idée qu'il faut faire un effort sur les retraites? Parce que là, vous tenez complètement le discours de la gauche, mais alors à 150%. Alors si demain, je vais vous dire, si demain la gauche dit que le ciel est bleu, je ne vous prétendrai pas que le ciel est rouge. Moi, simplement, aujourd'hui, je vois que l'écart de financement, selon les années, est entre 0 et 15 milliards, que ces 0 et 15 milliards, on peut les trouver ailleurs. Et oui, il faut que les jeunes arrivent plus tôt sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, en France, il y a le culte de l'étude. Certains font des études universitaires très longtemps, avec très peu d'embauches à la fin, alors qu'ils pourraient commencer à travailler plus tôt. C'est pour ça d'ailleurs que pour ceux qui commencent à travailler tôt, avant la majorité, c'est 60 ans, 40 annuités pour nous. Et puis, ce sont des conditions, notamment sur l'impôt sur le revenu, pendant les premières années, les jeunes en seront exemptés. Évidemment, c'est un effort fiscal d'un côté, mais ce sera un gain général de l'autre. C'est une politique cohérente qu'il faut mener. Laurent Jacobelli, censure ou pas censure? C'est ça qui nous intéresse aussi ce soir. Mais écoutez, on se réserve le droit de le faire. Ça sera probablement pas sur un seul sujet, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le Premier ministre est très loin de la parole donnée. On vient de le voir sur la question des retraites, puisque le débat est mort-né. On le voit dans le bras de fer avec l'Algérie. On est très inquiet avec les annonces qui peuvent être faites sur la pression qui va être faite sur l'épargne ou les impôts des Français pour financer l'effort de défense. Bref, il y a beaucoup de nuages à l'horizon. Vous avez vu que quand même, Bruno Retailleau a mis sa démission dans la balance avec le dossier algérien, en disant si on ne me laisse pas travailler et si on n'applique pas effectivement les mesures qui s'imposent aux autorités algériennes, moi je m'en vais. Quel réveil! Parce que monsieur Bruno Retailleau a cru qu'en étant à la même table de ministres qu'avec des socialistes, qu'avec des macronistes, il arriverait à changer les choses. Mais je rappelle qu'Emmanuel Macron, à chaque coup que l'Algérie crie, il se met à genoux et il demande pardon. Mais pourquoi, Laurent Jacobelli? Qui peut m'expliquer ça? Mais parce que c'est la vieille musique de la repentance. Non, mais ça suffit pas. C'est pas suffisant, la vieille musique de la repentance, c'est autre chose. Emmanuel Macron, on en est encore là, il y a autre chose. Il l'a dit. Il faut me le dire, mais à chaque fois, il a parlé de crimes contre l'humanité en Algérie en qualifiant les Français. Comment voulez-vous qu'en mettant ces termes-là sur la table, ils puissent gagner un quelconque bras de fer avec l'Algérie? Avec nous, je vais vous dire, ce sera très simple. Si l'Algérie ne reprend pas ses ressortissants, plus de visa, plus d'aide au développement,
plus de transferts financiers entre la France et l'Algérie. Et croyez-moi, ça prendra à peu près 2 heures avant que le président algérien prenne son téléphone et reprenne ceux qui, en France, commettent des crimes et délits venus d'Algérie. Mais aujourd'hui, on a un président de la République qui a la politique du paillasson, la politique de l'aplaventrisme, sans aucun courage. Je comprends pas. Moi, ça me dépasse. Je comprends pas. Je pense que les auditeurs aussi ne comprennent pas. Non, mais je pense qu'il y a des peurs de quoi? Mais que dans certaines banlieues, à nouveau, on retrouve les émeutes parce que le président algérien ne se cache pas d'attiser un petit peu la haine de la France. Avec les influenceurs algériens, bien notamment. sûr, exactement. C'est une arme dont se sert le président algérien. Et plutôt, face à cela, que d'user de fermeté, eh bien, le président de la République, par couardise, cède. D'accord. Vous savez bien que le directeur de nos services de renseignement fait souvent le voyage en Algérie parce qu'il y a de la coopération avec l'Algérie sur des sujets comme l'immigration subsaharienne, comme plein d'autres sujets sur le terrorisme. Et donc il n'y a pas que l'idéologie de la repentance qui explique l'attitude de la France. Tout gouvernement confondu, d'ailleurs, pas simplement celui de l'actuel, et pas seulement ce président de la République. Il y a des intérêts avec l'Algérie. On peut pas faire comme si l'Algérie était un pays avec lequel on peut pas tout accepter non plus. Oui, ça c'est vrai. Il y a quelque chose d'absurde de dire, et c'est marrant, c'est un discours récurrent, pardon, c'est pas personnel, Philippe Guibert, mais à dire, oui, il faut qu'on soit très laxiste avec ces pays, parce que sinon, ils nous... Non, mais je traduis. Sinon, ils ne nous aideront pas en matière de terrorisme. Sauf que s'ils reprenaient leurs OQTF, déjà on aurait moins de problèmes avec les terroristes. Il y a quelque chose, vous voyez, dans ce raisonnement que je peine à comprendre. Ça, j'avoue. Et puis il y a quand même la question, moi, qui me frappe, et ce sera quand même le grand échec de ce gouvernement qui restera. Moi, je vous le dis, c'est Boualem Sansal. Ah oui, non, mais Boualem c'est Sansal, quand même cristallisé, symbolisé, incarné par un intellectuel, c'est le Solzhenitsyn d'Algérie, que la France est incapable de faire libérer. Et ça, c'est quand même quelque chose de profondément choquant. Elle a raison. Imaginez dans n'importe quel pays, un citoyen français détenu dans les geôles du pays, avec pas le droit de recourir à l'avocat qu'il souhaite, avec des motifs assez flous pour le retenir. Jamais la France ne l'accepterait. Vous auriez probablement au journal de 20h du service public, tous les soirs, le portrait de ce détenu. Eh bien, pour Boualem Sansal, dont je le rappelle, il a la double nationalité, française et algérienne, eh bien, rien ne se passe, en tout cas, publiquement. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un citoyen français dans les geôles algériennes, et apparemment, ça n'émeut pas grand monde. C'est une victime collatérale, c'est ça, c'est le gouvernement Emmanuel Macron pense que c'est une victime collatérale. Ça montre bien le fait que le gouvernement algérien n'est pas un gouvernement démocratique, mais que tout simplement, quand on ose le critiquer, il vous met en prison. Ça montre bien son hostilité vis-à-vis de la France, et ça montre bien la faiblesse. J'allais dire d'Emmanuel Macron, qui ne remet pas le sujet sur le tapis. Je le redis une fois encore, est-ce que vous imagineriez la même situation avec aucun autre pays au monde? Bon, Philippe Guibert. Boualem Sansal est l'otage de la politique française vis-à-vis du Maroc, où Emmanuel Macron a eu, à mon sens, raison de rétablir des relations avec le Maroc, notamment sur le Sahara occidental. Et Boualem Sansal est l'otage et la punition. Et c'est lui qui en fait les frais et qui risque sa peau au fin fond des geôles. Donc je crains que la négociation sur Boualem Sansal soit très complexe, qui ne veut absolument pas dire qu'il faut être laxiste avec le gouvernement algérien. Mais ayons quand même en tête que tout ça est un équilibre complexe entre le Maroc, l'Algérie et la France, et que vous y seriez confrontés tout autant si vous étiez au pouvoir. Mais vous vous rendez compte de ce qu'est devenue la France? Aujourd'hui, la France tremble quand il s'agit de négocier avec l'Algérie. La France tremble lorsqu'il s'agit de durcir le ton avec les Comores, dont on voit bien la politique vis-à-vis de Mayotte, d'invasion par l'immigration et de conquête par l'immigration. La France, sur la scène internationale, au moment où on réfléchit enfin à la paix entre la Russie et l'Ukraine, est absente des débats, à tel point que le président de la République est obligé de s'agiter pour apparaître sur la photo alors que personne ne veut qu'il y soit. Donc c'est quand même terrible. Nous avons été chassés de la politique internationale. La position de la France aujourd'hui est une position de soumission par rapport aux plus petits pays. Donc tout cela est inquiétant, et malheureusement le président de la République, qui a dissous le corps diplomatique, a joué un grand rôle dans cet affaiblissement du rôle de la France à l'international. On va parler dans un instant des affiches antisémites. Non mais ça c'est très important. Et du pétage de plomb que Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, pour faire une transition avec l'autre sujet, moi ce qui me frappe, c'est qu'on dit nous sommes impuissants face à l'Algérie, mais encore faudrait-il vouloir agir, parce que je rappelle qu'il y a quand même des élus français, par exemple des eurodéputés,
Rima Hassan et d'autres, qui ont refusé de voter la résolution au Parlement européen demandant la libération de Boualem Sansal. C'est-à-dire que mais ils en ont le droit. Non, mais qu'ils en aient le droit, c'est une chose, mais c'est quand même, c'est quand même profondément scandaleux. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas seulement l'unité nationale et puis une forme d'impuissance face à un pays. Il n'y a pas d'unité nationale, même sur ce sujet. Et ça, c'est quand même profondément choquant. Et on voit bien qu'il y a une partie du monde politique qui soutient finalement l'influence qui est une ingérence de l'Algérie dans notre pays. Et on peut dire pourquoi. Et on peut dire pourquoi. C'est parce que la France insoumise, citons la France insoumise, on va y venir. La France évidemment, insoumise. Est élue dans des zones où les communautés d'origine étrangère sont nombreuses, et donc ils imaginent qu'en acceptant de ne pas voir ce que fait l'Algérie, il conquiert un électorat. Je pense qu'il y a cette vision extrêmement utilitariste et extrêmement cynique du vote de certains électeurs. Un peu méprisant d'ailleurs, parce que on peut être d'origine étrangère et avoir la France au cœur et défendre les intérêts de la France. Bien sûr. Mais la France insoumise ne fait que très rarement dans le détail. Ils font plutôt dans le, on va dire dans le massif, dans le brutal. Laurent Jacobelli, évidemment, vous avez dû voir ces affiches cette semaine. On n'a parlé que de ça et pour cause. Pardon, mais des caricatures. Comment je vais appeler ça? Oui, des espèces de caricatures. L'intelligence artificielle a permis certaines choses avec la photo de Cyril Hanouna qui a été publiée, donc puis retirée cette photo avec des références clairement antisémites et références à des affiches qui remontent aux années les plus sombres de notre histoire. On va en parler dans un petit instant, peut-être. Pardon, je dis oui, je réponds à Esteva avec vous, parce que pétage de plomb de Jean-Luc Mélenchon qui ne reconnaît rien. On va entendre Jean-Luc Mélenchon, les tweets de Manuel Bompard et autres comparses qui refusent de reconnaître cet antisémitisme et qui jouent, mais avec le feu. Je voudrais bien vous entendre là-dessus. Il est 20h29 sur Europe 1. Et cette affiche avec le visage de Cyril Hanouna, puis Pascal Praud ensuite, mais pour essayer de justifier le caractère soi-disant non antisémite de ces premières affiches. Évidemment, on a tous été transis de voir cette affiche. Je vais le redire encore aujourd'hui. Cyril Hanouna, on a parlé aussi cette comparaison avec, je le dis, ces heures les plus sombres de notre histoire. Alors, Laurent Jacobelli, vous êtes toujours avec nous, porte-parole du Rassemblement national. Je voudrais qu'on écoute, parce que évidemment, on interroge la France insoumise. On lui demande des justifications, mais quand même, on se régale quand on les entend. Alors moi, je voudrais qu'on écoute Manuel Bompard d'abord pour commencer, puis on écoutera Jean-Luc Mélenchon. Alors lui, qui perd carrément ses nerfs. Je vous dis que cette affiche a été supprimée à partir du moment où elle commençait à donner lieu à ce parallèle. Et je peux même vous dire sans aucun problème, sans aucune difficulté, que manifestement, puisqu'elle a permis de faire ce parallèle, cette affiche n'aurait pas dû être publiée. Je pense qu'à partir du moment où elle peut faire référence ou donner l'impression d'avoir eu une intention qui visait une personne en fonction de sa confession religieuse, il fallait pas la publier. Donc c'est pour ça qu'elle a été supprimée. Pourquoi vous posez cette question? De quel droit? De quel droit? Qui vous parce que c'est vous. Vous m'accusez? Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors, taisez-vous. Vous êtes en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite contre nous. Il fallait pas publier ce visuel. Alors, attendez. Donc, maintenant, on demande à l'extrême droite ce qu'on peut publier ou pas. Vous pensez que la tête de monsieur Hanouna, comme la mienne, ne peut pas être caricaturée? Moi, je suis caricaturé continuellement. Vous voulez que je vous montre les caricatures de Charlie Hebdo? Et ça n'est pas de l'antisémitisme. Pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Ça suffit maintenant. Voilà. Alors Jean-Luc Mélenchon et tout à l'heure Manuel Bompard qui était aujourd'hui sur Europe 1 et CNews au micro de Pierre de Villeneuve. Enfin, je trouve c'est terrible. Oui, Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, c'est très grave. Moi, ça me glace le sang. Pardon, mais là, le comparatif avec cette image, et bien sûr tout le monde l'a vu, de 1940, et on nie. Mais c'est terrible. Enfin, c'est une blague ou quoi? C'est de la mauvaise foi, Laurent Jacobelli. Mais bien sûr, mais imaginez ces gens au pouvoir. Quand j'entends Jean-Luc Mélenchon qui dit aux journalistes « Taisez-vous, mais de quel droit ?» C'est la République, c'est moi. Vous vous souvenez, c'est un peu ça. Le droit du journaliste qui a le droit de poser des questions. Imaginez ces gens au pouvoir, ils mettraient des affiches dans les rues avec la tête de ceux qu'ils considèrent comme les ennemis en leur mettant une cible dans le dos, comme ils l'ont fait pour Cyril Hanouna. Et je pense que personne qui a eu un cours d'histoire n'a eu un doute une seconde sur la référence de cette affiche qui était vraiment l'affiche de des expositions à la fin des années 30 sur le juif, entre guillemets, qui avait ses caractères physiques complètement caricaturaux. Cette affiche, elle est en noir et blanc, elle est clairement
antisémite. Et une fois encore, ça vient de la France insoumise qui a multiplié les déclarations antisémites. Et qui renvoie la balle à Elon Musk. Oui, c'est ça. C'est pas notre faute. Ça aussi, c'est quand même un morceau d'anthologie. Paul Vanier qui a expliqué que ça avait été fait sur le logiciel d'intelligence artificielle. Emmanuel Bompard aussi ce matin. D'Elon Musk. Donc c'est la faute d'Elon Musk. L'extrême droite. Oui, voilà. Alors l'extrême droite. Donc en fait, c'est toujours la même rhétorique. À la fin, c'est la faute de l'extrême droite. C'est comme si, vous imaginez, si le terroriste qui a pris une mini Austin à Munich pour foncer sur la foule disait c'est la faute du constructeur de bagnole. Donc là, c'est la faute d'Elon Musk. Et là, c'est l'extrême droite qui a fait scandale. Mais si vous voulez, moi, je suis frappée de cette incapacité à faire amende honorable. Jamais. Laurent Jacobelli, quelle est la position du Rassemblement national sur cette affaire? Totalement. Et d'ailleurs, moi, je tiens à dire à Cyril Hanouna tout notre soutien, parce que ça doit être terrible de se voir affiché comme ça, avec clairement, je le répète, une cible dans le dos, puisqu'un esprit un peu dérangé pourrait en vouloir à Cyril et Hanouna et vouloir se venger. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, il y a évidemment un risque. Aujourd'hui, il parle beaucoup d'extrême droite. Mais moi, je me souviens d'Adrien Quatennens quand il n'était pas content du résultat des élections, en disant il va falloir maintenant marcher sur Matignon, comme Mussolini avait appelé à marcher sur Rome. Aujourd'hui, il y a des affiches antisémites, il y a des attaques ad hominem sur les opposants, notamment dans les réseaux sociaux. Ils ont demandé la fermeture d'une chaîne, C8 en l'occurrence, parce qu'ils estimaient qu'elle n'avait pas la bonne ligne éditoriale. S'il y a aujourd'hui un groupe d'extrême droite, s'il y a aujourd'hui un danger fasciste en France, il s'appelle la France insoumise, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Philippe Guibert. Je me demande si un jour vous gagnez les élections à arriver au pouvoir, il faudra peut-être que vous fassiez un remerciement à Jean-Luc Mélenchon, qui aura beaucoup contribué à votre dédiabolisation et à votre banalisation, parce que c'est vrai que ce que fait LFI et Mélenchon... Le Rassemblement national, il n'y a pas de dérive de ce côté-là. Bien sûr. Le Rassemblement national défend la communauté juive, là, pour le coup. Je pense que la position est très claire. C'est un petit changement, parce que pour ma génération, celui qui avait des attaques contre les juifs, contre les journalistes, c'était Jean-Marie Le Pen. Et donc je redis ce que je dis, le LFI et Mélenchon ont rendu un grand service au Rassemblement national. Mais je remarque que Mélenchon va encore plus loin dans l'ignominie. C'est-à-dire que vous avez entendu sa comparaison avec Charlie Hebdo. Ouais, exactement, vous avez raison, Philippe Guibert. C'est-à-dire qu'il fait une comparaison entre les caricatures de Charlie Hebdo qu'on peut parfois ne pas trouver drôles, qu'on peut trouver très drôles et irrésistibles dans d'autres cas, avec des caricatures qui sont dans des codes antisémites. C'est-à-dire qu'il fait une comparaison entre ce qu'a publié LFI et ce que fait Charlie Hebdo. Et ça, c'est profondément écœurant, parce qu'il faut se souvenir que Jean-Luc Mélenchon était un ami personnel de Charb, le directeur de Charlie Hebdo, qui a été assassiné en janvier 2015, comme ses compagnons. Et je trouve que là, le cynisme de Mélenchon va au-delà de même de ce que vous appeliez à juste titre ses calculs électoralistes tout à l'heure. C'est quelque chose qui est profondément dégueulasse. C'est dégueulasse. Et moi, je pense à tous les Français aujourd'hui de confession juive qui vivent une situation difficile. Beaucoup réfléchissent à aller en Israël. D'ailleurs, l'Aliyah, c'est-à-dire le départ vers Israël, a augmenté encore cette année, qui sont inquiétés, agressés, insultés aujourd'hui, suite notamment au conflit israélo-palestinien. Et ils voient face à eux un parti politique qui a pignon sur rue, qui a plus de 70 députés, qui passe son temps à faire des allusions. Alors c'est rarement frontal, mais ce sont toujours des allusions qui envoient des signaux très clairs aux antisémites. Ils sont borderline en fait. Personne n'a jamais été condamné. Il nous dit moi antisémite, jamais de la vie. Et donc ils se sentent en danger. C'est pas un groupuscule qui fait ça. C'est la France insoumise, un des principaux partis de France, avec Jean-Luc Mélenchon, qui a été ministre, sénateur, etc. Et donc c'est extrêmement inquiétant. Et je pense que tout le monde doit condamner très fort ses propos, très fort ses actes, et ne plus avoir aucune tolérance. Moi, je pense à monsieur Gabriel Attal, qui, entre les deux tours de l'élection législative, a appelé à voter pour la France insoumise, pour que le Rassemblement national ne puisse pas avoir la majorité. Eh bien, aujourd'hui, je leur dis, à tous ces gens qui ont fait cette erreur, ne le faites pas deux fois, parce que vous savez maintenant clairement qui est la France insoumise, et on ne rigole pas avec l'antisémitisme, même pour protéger son fauteuil de député. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, non, je vais vous expliquer pourquoi je coupe Laurent Jacobelli à 20h38, puisque nous avons des temps de parole à respecter, des quotas. C'est pour ça, pour être transparente avec les auditeurs d'Europe 1. Laurent Jacobelli, merci d'être venu dans le studio d'Europe 1, porte-parole du Rassemblement national et député de Moselle. Il est 20h39.